Nous sommes donc en direct à 19 h avec Carlos Ghosn. Bonsoir Monsieur Ghosn, merci d'avoir accepté cet entretien. Votre première réaction en direct après l'annonce donc de la délivrance d'un mandat d'arrêt international qui vous concerne, délivré dans le cadre d'une enquête instruite par le parquet de Nanterre pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. 15 millions d'euros qui sont jugés suspects entre Renault, vous dirigiez, et le distributeur du groupe à l'époque à Oman. Quelle a été votre réaction, Monsieur Ghosn, lorsque vous avez appris la délivrance de ce mandat d'arrêt international? Bon, d'un côté, je m'y attendais, puisque vous savez que, d'abord, ce n'est pas un verdict, c'est un juge d'instruction qui a demandé au procureur de prendre cette position, parce que le juge d'instruction a décidé de me mettre en examen. Or, vous ne pouvez pas être mis en examen si vous n'êtes pas sur le territoire français. Comme je suis astreint à rester au Liban, la seule possibilité, ce qui équivaut à une mise en examen, c'est le mandat d'arrêt, et c'est ce qui s'est passé. Enfin, je vais pouvoir accéder au dossier. Puisque jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu du dossier, ce sont des interrogations que j'ai subies au Liban volontairement quand le juge d'instruction est venu m'interroger pendant 3 jours au Liban. Puis, il y a eu une convocation à aller à Nanterre qui devait avoir lieu en décembre, au mépris, je dirais, en méconnaissance du fait que je ne peux pas sortir du Liban puisqu'il y a une notice rouge qui me concerne, qui était mise par le Japon et que je n'ai pas de passeport. Et donc, ce mandat d'arrêt est arrivé, il était attendu, il va permettre au déroulement normal de la justice. Ceci étant dit, le timing de ce mandat d'arrêt est surprenant. Et la façon dont j'ai été informé est surprenante, puisque je l'ai appris par la presse, comme vous tous, alors que j'étais supposé être le premier ou l'un de mes avocats à le savoir. Ouais, je rappelle évidemment que vous nous répondez donc du Liban, où vous vous trouvez depuis votre fuite du Japon fin 2019. Monsieur Ghosn, en quoi le timing est étonnant? Écoutez, bon, le fait d'annoncer une nouvelle comme ça dans une période qui est politiquement assez chargée me paraît surprenant, et pas uniquement à moi, puisque c'est une question que j'ai reçue de la part de l'ensemble des médias mondiaux qui m'ont interrogé. J'ai dit que c'était surprenant, mais je ne souhaitais pas spéculer plus loin. Vous avez quand même, dans votre question, émis quelque chose qui me paraît intéressant, puisque vous avez dit que le distributeur d'Oman était le distributeur de Renault et de Nissan. Sachez qu'il est toujours le distributeur de Renault et de Nissan, ce qui est quand même surprenant quand on lance un mandat d'arrêt, que les deux entreprises qui sont soi-disant à la base de ces détournements continuent à travailler avec le distributeur, avec le même actionnaire, avec les mêmes responsables et le même management. Jusqu'à maintenant, ils continuent à distribuer les voitures de Renault et de Nissan à Oman et à l'export. Les responsables de ce distributeur sont également visés par la justice dans cette instruction. Est-ce que vous contestez ces faits? Est-ce que vous contestez que ces 15 millions d'euros aient pu servir à des suspicions de blanchiment et d'abus de biens sociaux, comme semble vous le reprocher la justice? Écoutez, d'abord, ce n'est pas la justice puisque les juges ne se sont pas prononcés, c'est un juge d'instruction. Deuxièmement, j'ai eu l'occasion de le lui dire quand il était au Liban, il n'y a pas un sou de Renault, il n'y a pas un sou de Nissan qui m'a été indûment donné directement ou indirectement. D'ailleurs, ils ont eu l'occasion de vérifier tous mes comptes bancaires. Ils ont ouvert l'ensemble des comptes bancaires, non seulement qui me concernent, mais celles des soi-disant complices qui, d'ailleurs, continuent à travailler avec Renault-Nissan. Et s'il y avait des preuves, je peux vous dire que ça aurait déjà fuité dans la presse. Avez-vous été rémunéré à un moment, Monsieur Ghosn, par ce distributeur d'Oman? Absolument pas. Je n'ai pas été rémunéré par ce distributeur d'Oman, certainement pas en ma qualification de patron de Renault et de Nissan. Et là, je vous répète, j'ai été coupé pendant 2 ans et demi depuis mon retour du Japon de tous mes dossiers, de toutes mes archives. Je n'ai eu accès à aucun de mes ordinateurs, aussi bien chez Renault que chez Nissan, pour pouvoir présenter les documents pour me permettre de me défendre. Il a fallu que j'aille les chercher un par un. Aujourd'hui, je suis prêt à me défendre. J'ai réuni suffisamment d'éléments pour que la justice se prononce enfin. Et je signale, ceci n'est pas un verdict, c'est un processus qui est en train de se terminer pour ouvrir finalement la porte à ce que la justice se prononce. Vous dites « je n'ai pas été rémunéré en tant que patron de Renault et Nissan ». Est-ce que ça signifie que vous n'avez pas du tout été rémunéré par ce distributeur?
Écoutez, l'abus de biens sociaux consiste à dire qu'il y a des détournements de Renault et de Nissan à mon profit. C'est ça de ce dont on est en train de parler. Or, ceci, j'ai été catégorique, il n'y a absolument aucun détournement. Tous les montants qui ont été payés à ce distributeur sont basés sur des contrats qui sont confirmés, sur des performances qui se sont révélées, sur des demandes qui ont été faites par les responsables régionaux, commerciaux, aussi bien de Nissan et de Renault. Et ceci, le problème se situe ici. Et donc, a priori, je suis présumé innocent, comme le veut la loi française. Et moi, en tant que Français, si je fais confiance à la justice française, c'est que d'un côté, il y a la présomption d'innocence, et de l'autre côté, les droits de l'homme basiques qui n'ont pas été respectés au Japon le seront en France. Et donc, la présomption d'innocence prévaut. Maintenant, nous allons passer probablement à une phase qui est plus une phase de justice, où un juge devra se prononcer entre les accusations réunies par le juge d'instruction et la défense, qui va pouvoir enfin accéder au dossier. Nous n'allons pas avoir des informations par bribes ou par fuite. Moi, innocemment, je croyais au secret de l'instruction. Évidemment, elle est bafouée depuis le début de cette affaire. Et donc, je ne vais plus pouvoir me limiter à des bribes d'informations venant de la presse. Je vais pouvoir finalement regarder tout ce qu'il y a dans le dossier. Vous aviez parlé au Japon d'un coup monté contre vous. Vous dénoncez les faits qui sont instruits là par le parquet de Nanterre. Vous aviez également dénoncé de fausses informations au sujet de l'affaire qui vous concerne avec le château de Versailles. Est-ce qu'en fait vous estimez être la preuve d'un acharnement judiciaire? Et pourquoi alors, Carlos Ghosn? Écoutez, l'acharnement judiciaire, il n'est pas à démontrer en ce qui concerne la partie japonaise. J'espère que je n'ai pas beaucoup à dire ou à faire compte tenu de la façon dont j'ai été traité, arrêté, interdit de parole, séparé de ma famille. Et quand vous voyez que Greg Kelly, qui est l'autre personne qui a été arrêtée, ils ont mis 3 ans et demi pour se prononcer sur un verdict qui aurait dû demander franchement quelques semaines compte tenu de la simplicité de la charge. Je ne pense pas trop abuser. Cependant, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que la base des informations dont dispose le juge d'instruction, cette base-là, essentiellement en ce qui concerne Oman, est provenue du Japon. C'est le procureur japonais qui a transmis toutes les données au juge d'instruction français. Or, quand vous savez que ce procureur japonais, ces éléments d'information lui ont été fournis par Nissan à partir de documents qui ont été volés au Liban, dans ma maison, dans mon bureau, non seulement ils ont été volés, il y a d'ailleurs une enquête criminelle qui est en cours au Liban pour statuer sur ces faits, mais en plus de ça, l'intégrité de ces données n'a jamais été vérifiée dans le cadre de la transmission de ces données de Nissan au procureur japonais et certainement dans le cadre de la transmission du procureur japonais au juge d'instruction français. Ghosn, donc franchement, quand je regarde ça, il y a également des pièces qui ont été transmises par Renault, qui sont, je crois, le fruit d'un audit interne à l'entreprise en 2019. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'affaire Bawan, qui est quand même le cœur de l'affaire. Évidemment, il y a d'autres pièces concernant Renault. Renault, d'ailleurs, qui s'est joint à cela pratiquement 1 an après mon arrestation. Je vous signale que l'ancien directeur général de Renault, qui a quitté l'entreprise, il a été démissionné pratiquement 1 an après mon arrestation, m'avait dit très clairement, on a tout cherché, on a tout audité, il n'y a rien sur toi, on n'a rien trouvé. Ça, c'était 1 an après mon arrestation. Alors, tout d'un coup, maintenant, il y a des tas de choses qui fleurissent. Moi, j'ai hâte que finalement, on démontre la vérité auprès de la justice. Vous parliez de Greg Kelly, votre ancien bras droit. Il a donc été condamné effectivement à 6 mois de prison avec sursis, une amende au Japon. Il peut donc, avec son épouse, regagner les États-Unis, dont il a la nationalité. Est-ce qu'à un moment donné, vous regrettez, vous, de ne pas être resté pour ne pas pouvoir être jugé? Pas du tout. Je n'ai absolument aucun regret de ne pas être resté au Japon. Je peux vous dire que si Greg Kelly, ils ont mis 3 ans et demi pour aboutir à un verdict sur une affaire aussi simple, moi, ils auraient probablement pris 12 à 15 ans compte tenu de l'ensemble des charges qu'ils ont accumulées compte tenu de la faiblesse de la première charge. Franchement, je ne regrette rien. Le système de l'otage du Japon est une honte pour le pays. J'ai eu l'occasion de le dire et je continue de le dire. D'ailleurs, il n'y a pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies qui ont sorti quand même une analyse dans laquelle ils ont dit que mon arrestation avait été arbitraire, qu'aucun de mes droits fondamentaux avait été respecté, qui ont demandé au Japon de faire une enquête. Évidemment, les Japonais se sont assis dessus. Et alors, par contre, ce qui est particulièrement blessant,
c'est d'entendre des responsables du gouvernement français dire qu'ils font confiance à la justice japonaise, malgré l'ensemble des faits qui démontrent qu'elle n'est pas du tout fiable, que nous avons un système de l'otage et que ce système de l'otage n'a pas fini de faire des victimes. Je ne suis ni la première ni la dernière de ces victimes. Donc pour être clair et pour terminer sur ce volet, vous estimez-vous que les dernières pièces qui vous visent ont été transmises du Japon, même dans ce dossier qui concerne Oman? Ah, bien sûr. Dans tous les cas, ça c'est factuel, hein, puisque le juge d'instruction, M. Tourner, qui est venu m'interroger, n'a sorti que des pièces qui étaient émises du dossier japonais. J'avais l'impression pendant un certain temps que j'avais devant moi le procureur du Japon, que j'avais eu l'occasion malheureusement de fréquenter pendant plusieurs mois, M. Seki. Vous êtes donc au Liban, vous le rappeliez, depuis la fin de l'année 2019 et votre fuite du Japon, vous ne pouvez pas quitter ce pays. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous souhaiteriez, Carlos Ghosn, pouvoir maintenant monter dans un avion, venir en France pour répondre à la justice française? Non, écoutez, absolument, j'espère pouvoir un jour revenir en France où j'ai des amis, où j'ai une très longue histoire. J'ai plein de choses, j'ai plein de souvenirs en France. J'ai passé une très grande partie de ma vie en France. Ceci étant dit, on a l'air de considérer que finalement, moi, je suis libre. Bon, si je demande, la justice libanaise va me dire, ouais, bah, pourquoi pas, voilà, on vous rend votre passeport, vous allez en France. Je vous signale que j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, il y a quelques semaines, pour des raisons familiales, de demander une autorisation spéciale pour pouvoir me déplacer au Brésil. J'ai demandé cette autorisation aux autorités libanaises qui me l'ont refusée. Donc, je ne pense pas que ceci soit de l'ordre de moi, je décide quand est-ce que je veux partir ou si je peux partir. Je dépends de la justice libanaise. Aujourd'hui, c'est la justice libanaise qui m'interdit de quitter le territoire et c'est elle qui m'a retiré tous mes passeports. Au-delà de la possibilité, je vous interrogeais sur votre aspiration. Vous souhaiteriez pouvoir vous rendre directement dans le bureau du juge d'instruction à Nanterre? Écoutez, le juge d'instruction de Nanterre m'a convoqué à son bureau en décembre, tout en sachant que je ne pouvais pas quitter le territoire. À partir de ce moment-là, ce n'est pas une question si j'avais envie d'y aller ou pas. Je suis soumis à la souveraineté libanaise et aux règles libanaises qui, effectivement, m'interdirent de quitter. Donc, finalement, ce que je souhaite ou pas n'a absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est que je suis citoyen libanais soumis à la justice libanaise. Je suis aussi citoyen français et j'espère qu'une bonne coopération entre la France et le Liban finira par mettre fin à ce cauchemar. Vous le dites à l'instant, Monsieur Ghosn, vous êtes également citoyen français. Pourquoi est-ce que fin décembre 2019, au moment où vous êtes monté dans cette malle, dans un avion pour fuir le Japon, vous n'avez pas décidé de prendre la direction de la France? Parce que mon épouse était au Liban et que mon plus vif souhait, c'était de la rejoindre, compte tenu du fait que j'avais passé pratiquement une année interdit de lui parler au téléphone, de la voir. C'était ma principale motivation, je voulais la rejoindre. Est-ce que dans un coin de votre tête, ou plus que ça d'ailleurs, il existe la possibilité de finir vos jours au Liban? Est-ce que vous êtes prêt à ça, à ne plus jamais quitter ce pays? Écoutez, j'espère que ça n'arrivera pas. Compte tenu dans tous les cas, je ne le quitterai pas en tant que base. Moi, j'ai toujours décidé de passer ma retraite au Liban. Je l'avais préparé plusieurs années avant mon arrestation. Mais ceci dit, j'avais envie de faire du Liban ma base de retraite, mais avec des déplacements pour aller voir mes amis, ma famille en France, au Brésil, aux États-Unis. Malheureusement, ceci m'est interdit pour une durée que j'espère limitée. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui, Carlos Ghosn, au Liban? Écoutez, moi j'ai tourné la page. Hein. Aujourd'hui, je travaille à l'université à titre pro bono. J'aide beaucoup les startups libanaises. Je suis aussi impliqué dans certaines ONG qui aident à soulager un certain nombre de souffrances qui sont dues à la situation économique, financière et sociale que traverse le pays, qui sont vraiment dramatiques. En plus de ça, je passe beaucoup de temps aussi sur mes dossiers juridiques. J'écris des livres, je participe à des films dans le cadre du rétablissement de ma réputation et surtout du rétablissement de la vérité. Je trouve que c'est absolument horrible de vivre une vie sans pouvoir, quelque part, pouvoir lutter contre la manipulation de la vérité, des faits qui ont été montés contre moi, finalement un complot dans lequel les grands perdants, c'est moi, mais aussi Renault. Justement, Monsieur Ghosn, encore un mot s'il vous plaît au sujet de Renault. Vous étiez à l'origine de l'arrivée de l'entreprise française en Russie en 2008. Renault qui a suspendu ses activités avant, sans doute, très vraisemblablement, de devoir les arrêter complètement, voire de vendre l'ADA. Quel est votre point de vue sur la situation de Renault aujourd'hui et du fait qu'ils aient tardé à suspendre ses activités?
Non, moi, d'abord, sur la situation de Renault, je suis triste. C'est une entreprise que j'ai présidée pendant 13 ans avec fierté, qui a eu, pendant cette période, une période de croissance exceptionnelle, une période de profitabilité exceptionnelle, une période de valorisation exceptionnelle, qui a abouti en 2017-2018 à positionner Renault dans le cadre de l'Alliance en leader mondial de l'automobile, en numéro 1 automobile. Et quand je regarde ce que Renault est devenu 3 ans après, je suis triste. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, je remarque qu'on est en train de brader les actifs de l'entreprise. On veut vendre la participation chez Nissan, on a vendu la participation dans Daimler, on veut mettre sur le marché les véhicules électriques, on trouve une alliance avec un Chinois. Franchement, tout ça me rend très triste par rapport au Renault conquérant, global, profondément ancré en France, sûr de son avenir, ayant une vision. Le Renault frileux, hagard, franchement, absolument pas convaincant, me rend triste. Et ça me rend triste pour les employés de Renault, mais ça me rend triste aussi pour les actionnaires de Renault qui ont perdu plus des 2/3 de la valorisation de l'entreprise depuis 2018. Mais est-ce qu'il faut que Renault quitte la Russie? Est-ce qu'il fallait qu'elle le fasse plus tôt? Écoutez, je comprends les pressions politiques qui se sont accumulées sur l'entreprise. Je trouve que c'est dommage. La Russie ne va pas disparaître. C'est un grand pays, passe par une phase difficile aujourd'hui, évidemment l'Ukraine encore plus, mais le marché va rester et un jour ou l'autre, la situation se normalisera, ça prendra quelques années, le marché sera là. Si on est parti en Russie pour aider Avtovaz, c'était essentiellement pour offrir au peuple russe et aux consommateurs russes des voitures de très haut niveau. Ce n'est pas pour autre chose. On n'avait pas d'objectif ni politique, ni tout autre. Mais cet objectif, il restera là. Si Renault ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Merci beaucoup Carlos Ghosn d'avoir accepté d'être en direct ce soir pour votre première réaction sur BFM TV.